Salut, c'est Romain.nomdev et aujourd'hui je vais tester mon dernier gros craquage, roulement de tambour, alors que c'est dans le titre de la vidéo, l'iPhone 14 Pro 256 Go en noir si on veut être précis. Au rayon des nouveautés, la Dynamica Island, un capteur de 48 mégapixels, un écran Always On, du ProRes en 4K, une nouvelle couleur ou plutôt deux nouvelles couleurs, une nouvelle fonction de sécurité qu'on est tous impatients d'essayer et enfin, des tarifs abordables. Non. Bon, il y aura aussi encore 2-3 trucs dont on va parler dans ce test. Petit point sur les modèles, Apple a annoncé 4 modèles, le 14, le 14 Plus, le Pro, le Pro Max, avec rien en dessous de 1000 balles. C'est quand même fou quoi. Je me permets d'en rajouter une couche, ça va pas plaire à tout le monde, mais bon. Le 14 et le 14 Plus, ils servent à rien. À 800-700 balles, ok, mais là ils sont pour moi beaucoup trop proches au niveau des prix des pros. À mon avis, ça va pas se vendre si bien. A voir si tout le monde va se rabattre sur les pros ou sur les iPhone 13, car pour moi, c'est pas bon, ça vend pas du rêve. Je ferme ma parenthèse sur les 14 et on s'attaque à celui qui fait plaisir, celui qui est ici, le 14 Pro. On a du coup une nouvelle couleur, le violet profond, et un nouveau noir qui est vraiment sympa. J'ai craqué pour ce dernier et je regrette pas. Il est dispo en 128, 256, 512 et 1 Tera. Il y a du choix, il y a de l'espace et 1 Tera ça commence à faire. Bon, je veux bien que le ProRes prenne de la place, mais quand même 1 Tera quoi. On a toujours deux diagonales, 6,1 et 6,7. Je me suis contenté du 6,1. Au niveau de la taille, c'est parfait pour moi, mais pour le surplus de batterie, et ce, jouant sur smartphone, le max il est très intéressant. Côté tarif, c'est extrêmement violent, puisque ça va de 1200 € à 2200 €, soit un iPhone Pro plus cher qu'un MacBook. C'est chaud, mais en même temps, c'est dans l'air du temps, et on se tape aussi à un mauvais taux de l'euro face au dollar, d'où l'augmentation. Mais quand même, sans cette dernière, ça aurait été tout de même très cher, trop cher. Mais bon, c'est un autre sujet. Cette année, pas de changement de form factor, mais en même temps, c'est difficile de faire mieux. Le design est vraiment génial. Les optiques s'élargissent, mais à part ça, difficile au premier regard de différencier un 12 d'un 13 d'un 14. Hormis justement la nouveauté, la plus sympathique pour moi, même si j'en conviens totalement inutile, la Dynamica Island. J'étais le premier étonné des rumeurs sur la disparition de l'encoche, qui était pour moi un peu la signature chez Apple. Et une découpe en poinçon ou en gélule, ça faisait perdre un peu de cette identité. À moins justement d'en introduire une nouvelle. Apple a toujours été fort sur cette synergie hardware-software, c'est toujours le cas ici. Ils ont transformé une contrainte hardware en une amélioration software, une amélioration de l'UX, de l'interaction qu'on peut avoir avec son smartphone. Ça reste un gimmick, un gadget, cette zone vivant, l'île dynamique, bouge en fait au gré des actions du téléphone, partage de connexion, déverrouillage Face ID, musique, appel, c'est un widget à part entière qui est multitâche. Bref, ça va pas vous changer la vie, mais c'est une nouveauté agréable, totalement dispensable, mais qui représente le renouveau de cette génération. Vous pouvez interagir avec cette zone pour accéder aux fonctionnalités de l'application, et pour le coup, on a déjà quelques applications hors Apple qui sont compatibles. Spotify par exemple la supporte déjà. L'autre nouveauté, c'est l'écran Always On, qui, comme son nom l'indique, est toujours allumé. Alors, on n'est pas sur un truc qui affiche l'heure en noir et blanc, mais bien sur un affichage clairement tamisé, grâce à leur écran ProMotion qui peut descendre du coup à 10 Hz, soit 10 images par seconde. L'affichage de leur écran impacte beaucoup moins la batterie. Ce qui m'a étonné, c'est à quel point l'écran reste lumineux en Always On. Je m'attendais à un truc vraiment peu lisible, mais en fait c'est super lisible. Les widgets continuent de fonctionner sur l'écran, et comme l'a annoncé Apple, ils ont tenté de maintenir autant que possible la teinte de peau. C'est super propre. A noter que si vous le mettez dans votre poche ou sur la face, l'écran s'éteint. Pareil, si vous avez un Apple Watch et que vous en éloignez de votre iPhone, ça s'éteint. C'est du détail, mais c'est appréciable. Et comme on parle de l'écran, moi je viens d'un iPhone 12 Pro Max et je trouve que les animations sont vraiment plus fluides avec l'écran ProMotion qui monte à 120 Hz. J'avais un iPad Pro un temps qui avait du ProMotion et c'était pas aussi flagrant. Alors je sais pas si c'est dû à iOS 16 ou pas, mais bon, si vous venez d'un 12 Pro, la fluidité est ouf. Si vous venez d'un 13, vous êtes déjà habitué. Mais je tenais à le préciser parce que c'est visible et ça se ressent à l'usage. La luminosité aussi prend un petit gap puisqu'en extérieur, l'écran il pourra monter à 2000 nits. C'est clairement énorme. Dites-vous que l'écran est 2 fois plus lumineux qu'avant en plein soleil. En plus, la luminosité en extérieur, ça a toujours été un point fort chez Apple comparé à certaines marques. Là, à 2000 nits, pas de souci pour avoir un écran lisible, quelle que soit la situation. L'écran, que ce soit le Always On, la luminosité, le ProMotion, pour ceux qui ont un iPhone un peu ancien, ce sont de super ajouts. À vous de voir si ça justifie un changement pour autant, mais clairement, ça fait plaisir. Pour le Always On, si ça vous perturbe, parce que ça fait quand même, t'as l'impression qu'il est presque allumé, vous pouvez le désactiver dans les paramètres et gratter un peu en autonomie. Franchement, bon, ça change pas la vie, mais c'est quand même super sympa. Je passe rapidement sur les fonctionnalités que je pourrais pas vous tester, je vais pas vous mentir. L'appel d'urgence par satellite, parce que je ne souhaite pas me mettre dans une situation de ce type d'appel d'urgence.
et parce que de toute façon la fonctionnalité sera lancée dans un premier temps uniquement aux US et au Canada. Bon, j'imagine que vu les emmerdements et les contraintes techniques pour mettre en place cette techno via satellite chez Apple, ça va pas s'arrêter à l'iPhone et que ça pourrait servir à d'autres choses à l'avenir, l'Apple Car peut-être, bref, on n'en est pas là. L'autre fonctionnalité que j'ai essayé de vous tester mais j'ai pas réussi, c'est la détection des accidents avec appel de secours automatisé. J'ai pas osé, j'ai vraiment pas osé, donc je pourrais pas clairement vous attester que ça fonctionne super bien, mais si un jour j'ai un accident, je vous tiens au courant si l'iPhone marche bien. Maintenant, on va parler de l'évolution majeure, les appareils photo nettement plus pro. Ouais, je divague, j'adore le marketing. Hein. Bon, j'aime pas cette appellation pro, mais on peut dire qu'à minima, c'est nettement plus complexe. Ici, on a 3 objectifs, 4 si on compte le capteur virtuel x2, on va l'appeler comme ça, qui est un équivalent 48 mm, du coup on se rapproche du Nifty 50, le 50 mm habituel, l'objectif qui se rapproche le plus de l'œil humain en termes de compression. Celui-là, comme tous les autres, sauf l'objectif principal, est en 12 mégapixels. Et grossièrement, c'est un zoom pour le capteur principal. Et pour les 3 autres vrais objectifs, ils sont tous à minima 2 fois plus lumineux que ceux de l'an passé, grâce à des pixels plus gros ou à des ouvertures plus larges. On a l'ultra grand angle en 13 mm, avec une ouverture à 2.2 avec un champ de vision à 120 degrés, donc extrêmement large. C'est aussi l'objectif qui est dédié pour la macrophoto. Pour rappel, la macrophoto, c'est la capacité qu'a l'appareil à prendre des sujets de très près tout en les gardant en focus. En temps normal, c'est utile pour prendre par exemple des insectes, des figurines, du close-up, des animaux. Voilà. Et d'ailleurs, ce mode macro peut s'enclencher quel que soit l'objectif que vous utilisez. En fait, sans que vous vous en rendez compte, il switch sur le grand angle et zoom comme l'objectif sur lequel vous étiez. C'est super bien foutu et c'est utile. Pour le téléobjectif, on a l'équivalent d'un zoom x3, un 77 mm avec une ouverture à 2.8. Ce dernier est utile pour du zoom ou pour du portrait, car à 77 mm, on a une bonne compression dans l'image et ça rend les visages plus flatteurs. Mais bon, là non plus, rien de fou. On a une belle ouverture, mais quand même pas au niveau du capteur principal, le capteur 24 mm de 48 mégapixels. Et c'est là que ça peut se compliquer. Ce capteur de 48 mégapixels, il va vous sortir des photos de 12 mégapixels, parce qu'il va combiner 4 pixels pour capter plus de lumière. Et comme 48 divisé par 4, ça fait 12, bam, on a des photos de 12 mégapixels. Donc plus de lumière sur le capteur, donc meilleur en cas de faible luminosité. Combiné à une très belle ouverture de f1.78, on a quelque chose de très lumineux pour décrocher de superbes photos. Côté vidéo, a accès au nouveau mode action qui a pour but de sacrément stabiliser la vidéo au détriment d'un crop super élevé. En d'autres termes, ça zoome pas mal sur l'image, donc il faut s'éloigner du sujet. Et le capteur de 24 mm, il est quand même de base très bien stabilisé sur 2 axes. Je suis pas sûr que cet ajout soit super pertinent. Tu vas pas faire le Yamakasi ou du sport extrême avec un iPhone collé sur le front. Je le répète, mais le capteur fait déjà des prouesses en termes de stabilisation. Donc c'est un plus, mais la stabilisation du capteur, c'est ça qui est vraiment cool et qui marche déjà vachement bien depuis l'iPhone 12 Pro Max. De manière complètement anecdotique, on a maintenant l'autofocus sur la caméra selfie. Ça mange pas de pain, cette dernière est aussi plus lumineuse cette année. Bon, c'est pas un truc que j'utilise beaucoup, mais voilà. Le mode cinématique gagne lui aussi de la 4K à 24 ou 30 images secondes. Pour rappel, le mode cinématique, ça permet de simuler un shallow depth of field, un flou d'arrière-plan. C'est comme ce qu'on a sur les appareils photo plein format par exemple, sauf que là c'est simulé via de l'IA et que ça peut être modifié après la prise de vidéo. Ça permet de donner un look plus professionnel à certaines vidéos. Ok, donc là je suis sur le mode vidéo classique. C'est-à-dire que moi je suis net et l'arrière-plan aussi. On voit clairement les figurines derrière moi et on voit clairement tout est au même plan, tout est net. Maintenant avec le mode cinématique d'enclencher, on me voit toujours, je suis toujours net sur la vidéo, mais mon arrière-plan, mon background, il est beaucoup plus flouté. Ce qui fait quoi? Que je ressors plus dans l'image. Je ressors plus parce que moi je suis bien en focus et on voit que le fond lui est flou. Donc ça crée une impression de 3D un peu, on se détache du fond et du coup ça donne une vidéo plus sympathique à regarder. Et comme c'est un Pro, un iPhone Pro, on va parler très rapidement des photos en ProRAW et des vidéos en ProRes. Très rapidement parce que je pourrais en parler pendant très longtemps et je pense que ça ferait plus partie d'une vidéo à part entière. Les photos en ProRAW, elles sont utiles si vous souhaitez post-traiter vos vidéos derrière sur Lightroom par exemple, sinon ça n'a pas d'intérêt, sachant que vous ne pourrez pas enregistrer des live photos avec le ProRAW d'activer. D'ailleurs, dans les réglages de la peine, vous allez pouvoir, pour le ProRAW, déterminer si vous voulez du 48 mégapixels ou du 12 mégapixels. La différence, c'est choisir entre résolution et luminosité. Pour faire court, si vous prenez une photo en ProRAW 48 mégapixels, vous pourrez zoomer, cropper dans l'image et avoir beaucoup plus de détails.
mais moins de lumière, parce que vous ne profiterez pas des quad pixels, et le fichier sera sacrément plus lourd. Sinon, il faut opter pour le 12 mégapixels avec beaucoup plus de lumière, mais moins de latitude pour retravailler le cadrage ou cropper dans l'image. On peut se dire que par bon temps, à l'extérieur, l'usage du 48 mégapixels sera pas mal. Après, pour des scènes moins éclairées, il faudra préférer le 12 mégapixels. Bon, ce qui est chiant par contre, c'est qu'on a besoin d'aller farfouiller dans les réglages du téléphone à chaque fois, plutôt que d'avoir un switch dans l'application directement pour switcher de 12 à 48. Pour la vidéo et le ProRes, là, c'est à vous de voir. Le ProRes, ça permet vraiment de retravailler les couleurs en post-prod et de maximiser la plage dynamique de l'appareil photo. Mais clairement, c'est pas pour tout le monde. Et surtout, ça bouffe jusqu'à 6 Go par minute en 4K. Oui, 6 Go. Et d'ailleurs, ça a noté, le 128 Go ne permet pas le ProRes en 4K, seulement en 1080p. Ça doit être dû à la vitesse d'écriture plus faible sur le 128, ou alors parce qu'on pourrait vraiment pas stocker grand chose dedans. Donc ouais, à 6 Go par minute, c'est élevé. Mais là, il y a un truc qui m'échappe, c'est ce putain de Lightning Port là. Il y a un débit d'USB 2, c'est clairement moyen. À croire qu'Apple retarde le truc pour innover l'année prochaine et rajouter une petite nouveauté comme l'USB-C ou quelque chose de plus rapide. Mais clairement, avec le Lightning Port, c'est pas top. Franchement, AirDrop va plus vite. Petite démo du coup d'une vidéo filmée en ProRes avec l'application Filmic Pro avec le profil Log V3+. En 4.2.2 ProRes HQ, voilà pour les infos un peu techniques, mais voilà, on va prendre ce fichier, je vais voir ce que ça donne, je vais le grader sur DaVinci Resolve et là vous voyez le résultat final et à vous du coup avec ce résultat de vous dire si ça vaut le coup, si la qualité est là, si ça peut suffire pour filmer des vidéos sur YouTube, voilà, et ben on repasse à la vidéo. J'ai pas évoqué le processeur A16 qui équipe uniquement les iPhone Pro. Il est plus performant que l'année dernière, mais on n'a pas grand chose à dire dessus. Apple est déjà très fort sur les processeurs, que ce soit pour les iPhones ou pour les Mac. Donc voilà, c'est encore un truc qui tabasse, mais on est sur de l'évolution incrémentale. Il n'y a pas vraiment un gros truc qui change, à part le Photonic Engine, qui est une évolution de Deep Fusion et qui permet d'avoir des traitements sur les photos encore plus performants. Ça, cumulé à une plus grande ouverture, à des capteurs plus grands, ça fait des photos encore plus lumineuses. Voilà. Sinon, pour le ProRes, on voit quand même que la compression est encore là, qu'on est sur un capteur de smartphone malgré le fait qu'il soit plus grand, qu'il y ait des traitements derrière. Voilà. Je trouve qu'avec l'application que j'ai utilisée, Filmic Pro, on arrive quand même à retirer quand même pas mal du capteur et qu'on n'a pas trop de détails. On force pas sur le détail, il n'y a pas trop de sharpening. Là où l'application appareil photo d'Apple, je trouve qu'elle force trop le trait et après en post-prod, c'est difficile de revenir en arrière. Voilà, et on va repasser à la vidéo. Chaque année, on a le droit au meilleur iPhone jamais conçu. J'ai envie de dire encore, surtout à ce tarif, clairement premium, et qui n'a fait qu'augmenter au fil des années. C'est bien dommage, mais ça n'enlève rien aux superbes qualités de cet iPhone. Une autonomie qui tient bien la journée, une esthétique magnifique, même si un peu glissante. Les nouveautés qui, même si elles ne révolutionnent rien, continuent à porter l'iPhone comme le smartphone franchement de tous les superlatifs. Cette année, on a vraiment des nouveautés intéressantes, contrairement à l'année dernière où je trouve qu'avec le 13 Pro, il s'était vraiment pas foulé. Je dirais que cet iPhone est acheté si vous venez d'un iPhone type XS, XR et les non Pro. Mais depuis le 11 Pro, on a quand même des produits quasi sans faute. Et seul vous pourrez être à même de décider si ça en vaut la chandelle. Pour moi, le Dynamic Island, le nouvel APN, la possibilité de filmer en ProRes et avec le mode cinématique en 4K, ça a fini de m'achever et de craquer pour ce 14 Pro. Voilà, clairement, on ne peut pas éliminer le facteur du prix, et quand j'étais jeune, j'économisais un max pour pouvoir m'acheter un 3G, un 3GS, un 4. Clairement, aujourd'hui, ça serait plus possible. Et je trouve ça dommage. Après, heureusement, ça garde une sacrée cote en occasion, mais voilà, c'est dommage. Sinon, c'est clairement un super smartphone. iOS 16 est plutôt cool, j'ai hâte de tester plus en détail les photos, les vidéos, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à me laisser un commentaire. C'était Romain pour un Dev, allez, salut!